Wesh l'équipe. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time, mais alors là, attention, c'est pas n'importe laquelle. C'est une histoire de FOU, une dinguerie qui a secoué les plus hautes sphères du pouvoir américain. Accrochez-vous bien, vous n'allez jamais croire comment la fille de la secrétaire à l'éducation des États-Unis, une des femmes les plus puissantes de Washington, a déclenché une rébellion contre sa propre mère et son propre pays après seulement 48 heures passées en France. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que 23 jeunes Américains, l'élite de la nation, refusent de rentrer chez eux? C'est juste hallucinant. Restez jusqu'à la fin, parce que ce récit, c'est le choc de deux mondes, et vous allez comprendre pourquoi notre modèle français les a complètement retournés. Pensez à lâcher le pouce bleu et à vous abonner, ça donne une force incroyable. Tout commence le 17 novembre 2024. À l'aéroport international de Washington Dulles, 23 lycéens, la crème de la crème des écoles privées de la capitale, embarquent pour un vol Air France à destination de Paris. Officiellement, c'est un programme d'échange culturel prestigieux, organisé par le département de l'éducation américain pour vanter les mérites du système d'excellence à l'américaine. Mais en coulisses, la réalité est tout autre. 2 semaines plus tard, aucun de ces 23 jeunes ne remontera dans l'avion du retour comme prévu. Ou plus exactement, ils refuseront catégoriquement de rentrer. Ce refus collectif, filmé en direct par des chaînes comme CNN et la BBC depuis le hall des départs de Roissy-Charles de Gaulle, deviendra une affaire d'État. Mais comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut que je vous présente notre protagoniste, Olivia Smith. 16 ans, élève brillante à la Sidwell Friends School, l'école des présidents. Une jeune fille issue de l'élite de Washington, pour qui le rêve américain n'est pas un concept, mais une réalité quotidienne. Et surtout, Olivia est la fille d'une seule personne, Catherine Smith, la très conservatrice et très puissante secrétaire à l'éducation des États-Unis. Début novembre 2024, quand le programme d'échange avec la France est annoncé, Olivia y voit surtout une occasion en or, 2 semaines à Paris, loin des cours et de la pression de Washington. Elle dépose sa candidature sans trop y réfléchir. Mais quelques jours plus tard, elle est convoquée. Pas dans le bureau du proviseur, non. Dans l'immense et intimidant bureau de sa mère, au 7e étage du bâtiment du département de l'éducation. Le soir du 8 novembre, sous les lumières froides des néons gouvernementaux, Catherine Smith tient la candidature de sa fille entre ses mains manucurées. Son regard est dur, métallique. « Olivia, tu as été sélectionnée », annonce-t-elle d'une voix qui ne laisse place à aucune discussion. Mais que les choses soient claires, ce n'est pas un simple voyage d'agrément. Olivia sent un frisson la parcourir. Elle connaît ce ton. C'est celui que sa mère utilise avant de lancer une offensive politique. C'est un projet que j'ai personnellement supervisé, continue la secrétaire. Une opération de communication stratégique visant à démontrer la supériorité de notre modèle éducatif et sociétal. Olivia reste bouche bée. Donc, je suis un outil de propagande? Sa mère hoche la tête, sans l'ombre d'un scrupule. Ta mission, si tu l'acceptes, sera de documenter les échecs du socialisme à la française. Tu vas trouver des preuves de leur décadence, de leur inefficacité. La saleté dans leur métro, la paresse de leurs fonctionnaires, le délabrement de leurs infrastructures publiques. Tu vas montrer au monde pourquoi le modèle américain, celui de la liberté d'entreprendre, est le seul qui vaille. Olivia est abasourdie. Elle tente de protester, de dire qu'elle voulait juste voir la tour Eiffel et manger des croissants, pas participer à un show politique. Mais la poigne de sa mère est de fer. Ce n'est pas un choix, c'est ton devoir. En tant que fille de la secrétaire à l'éducation, tu as une responsabilité envers ta nation. C'est ainsi qu'Olivia est devenue la pièce maîtresse d'une délégation de 23 étudiants. En réalité, elle avait été choisie la première, les 22 autres n'étaient que des faire-valoir pour donner l'illusion d'un processus de sélection équitable. Le gouvernement américain avait débloqué 150 000 $ pour cette opération, soit plus de 6 000 $ par étudiant. La veille du départ, le 16 novembre, sa mère lui remet une tablette sécurisée. Ce n'est pas un guide de voyage, mais un dossier de mission. 3 pages de directives précises,
Observer les désagréments des transports en commun, documenter le retard des installations publiques, recueillir des preuves photographiques des problèmes d'hygiène. En parcourant la liste, Olivia se sent mal à l'aise, mais une partie d'elle pense que sa mère a probablement raison. Elle est un pur produit de son environnement. Pour elle, la France est un magnifique musée à ciel ouvert, un pays charmant mais déclinant, figé dans son passé glorieux. Elle est persuadée que, malgré son développement économique passé, l'infrastructure du quotidien ne peut rivaliser avec celle des États-Unis. Après tout, on lui a toujours répété que l'Amérique était la plus grande nation du monde. Le matin du 17 novembre, à l'aéroport de Dule, l'ambiance est solennelle. Les 23 étudiants, 3 professeurs accompagnateurs et une équipe de 5 journalistes de Fox News sont rassemblés. Catherine Smith est là, pour un discours d'adieu aux allures de déclaration de guerre idéologique. Vous représentez l'Amérique, lance-t-elle devant les caméras. Portez nos couleurs avec fierté et montrez au monde la supériorité de notre système. À cet instant, Olivia ne se doute pas une seule seconde qu'elle s'apprête non seulement à décevoir sa mère, mais à la faire vaciller sur son trône. Elle n'imagine pas que, 48 heures plus tard, elle exigera des excuses publiques de sa part. L'Airbus A380 d'Air France décolle. Pendant les 8 heures de vol, Olivia regarde les nuages par le hublot, se demandant quelle version d'elle-même reviendra dans 2 semaines. Elle ignore encore qu'elle ne reviendra pas comme prévu. Le 18 novembre, 14h30, aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Après avoir passé l'immigration, la délégation monte à bord d'un bus confortable. Direction, leur lieu de résidence près de Versailles. 1 heure de route. Le chauffeur, un homme jovial, annonce au micro, « Mesdames et messieurs, nous allons faire une petite pause de 15 minutes sur une aire d'autoroute. » Olivia, assise au fond du bus, lève à peine les yeux de son téléphone. Une aire d'autoroute. Elle imagine le décor familier des États-Unis, une station-service un peu glauque, une supérette triste au néon blafard, des toilettes à la propreté douteuse et, si elle a de la chance, un stand de hot-dog tournant sur leur rouleau graisseux depuis des heures. 15h15. Le bus quitte l'autoroute A10 et s'engage sur l'aire de Limours-Brilly-sous-Forges. Et là, c'est le premier choc. Un choc frontal, totalement inattendu. Le spectacle qui s'offre à eux laisse Olivia sans voix. C'est ça, une aire de repos? Murmure son amie Émilie, assise à côté d'elle, le nez collé à la vitre. Les 23 étudiants descendent du bus, la bouche bée, les yeux écarquillés. Devant eux, un bâtiment immense, à l'architecture moderne et épurée, entouré de parkings parfaitement organisés et d'espaces verts impeccables. Des enseignes colorées et élégantes attirent le regard. Olivia n'en revient pas. C'est un centre commercial ou quoi? Lance quelqu'un. Elle repense nerveusement à la tablette dans son sac, à la mission confiée par sa mère, documenter le retard des installations publiques. Mais ce qu'elle a sous les yeux, non seulement ce n'est pas en retard, mais ça a l'air plus propre et mieux conçu que la plupart des restaurants de Washington DC. Le choc s'intensifie lorsqu'il pénètre à l'intérieur. Une immense boulangerie Paul diffuse une odeur de pain chaud qui met l'eau à la bouche. À côté, une brioche dorée, un café de marque, une boutique de produits régionaux, et un véritable food court proposant des plats variés et appétissants. Olivia consulte les prix. Un sandwich jambon-beurre dans une baguette tradition croustillante, 5 €. Un menu avec plat chaud, boissons et desserts, 12 €. Aux États-Unis, pour un repas de qualité équivalente dans un lieu de passage, il faudrait débourser au moins le double. Mais la véritable claque, le coup de grâce à ses préjugés, ce sont les toilettes. Devant l'entrée des sanitaires, elle s'arrête net, croyant halluciner. Au-dessus de la porte, un écran numérique affiche en temps réel, « Dame, 13 cabines occupées, 8 libres. Temps d'attente estimé, 0 minutes. » Un système de guidage intelligent pour des toilettes d'autoroute. C'est lunaire. Prise de panique, elle dégaine son smartphone et prend une photo. Mais ce n'est pas le genre de preuve que sa mère attend. Ce n'est pas un problème, c'est une innovation ahurissante. À l'intérieur, le spectacle est encore plus saisissant. Chaque cabine est équipée de toilettes auto-nettoyantes.
Les lavabos sont automatiques. Le sol brille, sans une seule goutte d'eau. Du savon et du papier sont disponibles en abondance. Il y a même un espace dédié pour changer les bébés et une salle d'allaitement. En se lavant les mains, Olivia se regarde dans le miroir. Elle est complètement perdue. Est-ce normal? L'image qu'on lui a vendue de l'Europe, ce n'est pas ça. Les médias, les discours politiques. On ne lui a jamais montré ça. En sortant, elle voit ses camarades, smartphone en main, mitraillant chaque recoin du lieu. Jennifer, l'une des professeurs, s'approche d'elle. Olivia, c'est assez. Déroutant, n'est-ce pas? On dirait plus un complexe culturel qu'une simple halte pour automobilistes. Olivia acquiesce. À cet instant, elle prend conscience que la mission de sa mère est, dès le départ, fondée sur un mensonge. On lui a demandé de chercher des problèmes, mais il n'y en a aucun en vue. Les 15 minutes de pause s'achèvent. Quand il remonte dans le bus, l'atmosphère a radicalement changé. L'excitation est palpable. Waouh! Si seulement on avait ça sur nos interstats. Nos aires de repos, c'est juste une pompe à essence et un parking sale. Le truc du temps d'attente pour les toilettes, c'est une dinguerie. Pourquoi on n'a pas ça à New York? Olivia regarde le paysage défiler. Ce n'est que le début. Que vont-ils découvrir à Paris? Et surtout, comment va-t-elle pouvoir annoncer ça à sa mère? Elle est encore loin d'imaginer que, 48 heures plus tard, elle défiera ouvertement ses ordres. 16h30. La délégation arrive à son lieu de résidence, un hôtel moderne près de Versailles. À peine les valises posées, les 23 étudiants se retrouvent dans le hall, les yeux rivés sur leur téléphone. Son amie Émilie se tourne vers elle. « Olivia, je peux poster la photo de l'aire d'autoroute sur Instagram ?» Olivia hausse les épaules. « Bien sûr, quel est le problème ? C'est juste une photo de voyage. » Elle ne sait pas encore la tempête que ce simple cliché va déclencher. Sous la photo de l'écran des toilettes intelligentes, Émilie écrit cette légende, aire d'autoroute en France. Avec un système de guidage pour savoir si les toilettes sont libres. Pendant ce temps, aux USA. Pourquoi on n'a pas ça? Service public France vs USA. 10 minutes après la publication, le téléphone d'Émilie se met à vibrer frénétiquement. Les likes affluent. 2000 en 30 minutes. 5000 en 1 heure. Les commentaires pleuvent, venant principalement des États-Unis. C'est une blague? C'est réel? L'Amérique devrait prendre des notes. La honte pour nous. Galvanisés, les autres étudiants se mettent à poster leurs propres photos. La boulangerie, le food court, la propreté des parkings. Tout devient un sujet de publication. Le hashtag Why Can't We Have This explose. 18h. Olivia publie aussi une photo. Elle sait que sa mère suit son compte Instagram, mais elle ne voit aucune raison de se cacher. Elle ne fait que montrer la réalité. Son post est plus mesuré, premier jour en France. Toutes mes certitudes sur les infrastructures publiques sont en train de s'effondrer. 30 minutes plus tard, son téléphone sonne. C'est sa mère. Il est 1h30 du matin à Washington, mais Catherine Smith ne dort visiblement pas. Olivia, j'ai vu ta photo. Sa voix est glaciale. C'est un reportage sélectif. Tu ne montres que les bons côtés. Je t'ai demandé de trouver les problèmes. Olivia rétorque, le cœur battant, maman, je ne veux pas mentir. Ce que j'ai vu, c'est une aire de repos impeccable et parfaitement gérée. Je n'ai vu aucun problème. Sa mère soupire, un soupir lourd de reproches. Olivia, tu es jeune. Tu ne comprends pas la politique. Ce n'est pas un simple voyage. La crédibilité de notre administration est en jeu. Après avoir raccroché, Olivia est désemparée. Pourquoi la crédibilité du gouvernement est-elle plus importante que la vérité? Le soir, l'équipe de Fox News demande une interview. 5 étudiants sont sélectionnés, dont Olivia, évidemment. La journaliste lui demande ses premières impressions.
Olivia répond avec une franchise désarmante, c'est très différent de ce à quoi je m'attendais. Je suis stupéfaite par le niveau des infrastructures, notamment cette aire d'autoroute, qui semble bien plus avancée que tout ce que je connais aux États-Unis. Le visage de la journaliste se fige. C'est une déclaration forte. Pourriez-vous peut-être nuancer? Dire qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux pays, par exemple? Olivia secoue la tête. Je dis juste ce que j'ai vu. N'est-ce pas ça, être neutre? L'interview se termine dans un malaise palpable. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle fixe le plafond. Demain, ils doivent prendre les transports en commun parisiens. Qu'est-ce qu'il attend? Une notification de plus sur son téléphone. Son post a dépassé les 1000 commentaires. La plupart viennent d'Américains. Enfin quelqu'un d'honnête. La fille de la secrétaire dit la vérité. Continue, Olivia, ne te laisse pas faire. Elle réalise que ses publications ne sont plus de simples photos de vacances. C'est devenu une prise de position politique. Et elle vient de s'engager sur un chemin que sa mère lui avait formellement interdit d'emprunter. 19 novembre, 10h. Le groupe se tient devant la station de RER de Versailles. L'objectif du jour, prendre le RERC jusqu'au cœur de Paris, puis le fameux TGV pour un aller-retour express à Lyon. Une expérience des transports publics. Honnêtement, Olivia ne s'attend à rien d'exceptionnel. Un train, c'est un train. Quelle différence avec l'Amtrak ou le métro de New York? Mais dès les premières marches de l'escalator qui descend vers les quais, elle sent que quelque chose est différent. La gare est spacieuse, lumineuse. Pas de rats, pas d'odeur nauséabonde comme dans le métro de New York. En arrivant sur le quai, un autre choc. Des écrans numériques indiquent l'arrivée des prochains trains à la seconde près. Pas « dans 5 minutes » ou « retardé », mais un décompte précis. Le train arrive, exactement à l'heure affichée. À l'intérieur, la propreté est remarquable. Le sol est propre, les sièges sont en bon état. Mais le véritable choc a lieu à la gare de Lyon, à Paris. Un monument d'architecture, vibrant d'activité mais incroyablement bien organisé. Ils embarquent à bord du TGV. L'intérieur est design, confortable. Le train part, à la seconde près. Puis vient l'accélération. Douce, mais puissante. Sur l'écran au bout du wagon, la vitesse s'affiche, 250 km/h, 280, 300. 320 km/h. Et le silence. C'est à peine si l'on sent le mouvement. Olivia peut poser son gobelet d'eau sur la tablette, il ne tremble pas. Marc, un de ses camarades, s'exclame, c'est une dinguerie. Le Wi-Fi est gratuit et il fonctionne parfaitement. Olivia sort son smartphone et lance un direct sur TikTok. En quelques secondes, plus de 3000 personnes la regardent. La plupart sont des Américains. Salut tout le monde. Je suis dans un TGV français, en route pour Lyon. On roule à 320 km/h, soit 200 miles par heure. C'est plus silencieux que la Lexus de mon père, et mon billet aller-retour, avec ma carte jeune, m'a coûté moins cher qu'un Uber pour aller à l'aéroport de DC. Franchement, l'Amérique, on est à l'âge de pierre. Le chat explose. C'est hallucinant. Pendant ce temps, mon train Amtrak entre New York et Boston met 4 heures et tremble de partout. C'est une honte pour notre pays. Un commentaire attire son attention, ta mère va détester ça. C'est vrai. À Washington, il est 7 heures du matin. Sa mère doit être en train de voir ça, et elle doit être folle de rage. Mais Olivia ne coupe pas le direct. Au contraire, elle enfonce le clou, les amis, je ne fais que dire ce que je vois. C'est la vérité. Et c'est une réalité que nous, Américains, devrions connaître. Le nombre de spectateurs dépasse les 5000. À cet instant, Olivia sait qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Elle a commencé à dire une vérité que sa mère voulait à tout prix cacher. Le soir même, 21h. L'expérience du jour n'est pas terminée.
Les professeurs les emmènent dans une petite ville de la banlieue parisienne, pour une immersion dans la vie locale. Ils arrivent devant un bâtiment moderne et vitré, un centre aquatique municipal. Olivia est sceptique. Une piscine publique? Quelle différence avec le Inca du coin, avec son odeur de chlore et ses vestiaires vieillots? Il paie le droit d'entrée. 5 € par personne. Pour ce prix, il pénètre dans un complexe ultramoderne. Un bassin olympique, une piscine ludique avec des toboggans, et surtout, un espace bien-être avec jacuzzi, sauna et hammam. Le tout d'une propreté clinique. Des familles, des personnes âgées, des jeunes. Tout le monde se côtoie dans une ambiance détendue. Olivia et ses amis n'en croient pas leurs yeux. Chez nous, une journée dans un spa comme ça, c'est 150 $ minimum. Et c'est réservé aux riches. S'exclame Émilie. La professeure, Jennifer, leur explique le concept qui va faire basculer leur vision du monde. Ceci, les enfants, c'est ce qu'on appelle un service public. Ce n'est pas conçu pour faire du profit. C'est financé par les impôts, pour le bien-être des citoyens. La phrase résonne dans l'esprit d'Olivia. Ce n'est pas une question de luxe, c'est une philosophie de société radicalement différente. Elle sort son téléphone et publie une story sur Instagram. Une photo de l'installation flambant neuve, avec ce texte simple mais dévastateur, 5 €. Financé par l'État. En Amérique, c'est un luxe pour les 1%. En France, c'est un droit pour tous. On nous a menti. Liberté, égalité, fraternité. Moins de 3 minutes plus tard, l'appel d'urgence de sa mère arrive. Catherine Smith hurle dans le téléphone. Supprime ça. Tout de suite. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Fox News en fait ses gros titres. L'opposition me traite d'hypocrite. Le programme est annulé. Vous rentrez tous à la maison. Ce soir. 20 novembre, 7 h. Alors qu'ils prennent leur petit déjeuner, la professeure Jennifer entre, le visage blême. Chers étudiants, annonce urgente. Le département de l'éducation a ordonné la fin immédiate du programme. Nous avons des vols réservés à 18 h ce soir depuis Roissy pour Washington. C'est la consternation. Quoi? Mais pourquoi? Il nous reste une semaine. Jennifer regarde Olivia. Olivia. C'est un ordre direct de ta mère. Tes publications sur les réseaux sociaux sont devenues un problème politique majeur. Olivia se lève. D'une voix calme mais ferme, elle déclare, « Madame, je ne rentrerai pas. » Surprise générale. Je ne rentrerai pas. Je n'ai pas menti. J'ai seulement rapporté la vérité. En quoi est-ce un problème? Jennifer tente de la raisonner, mais Émilie se lève à son tour. Je ne pars pas non plus. Olivia a raison. Puis Marc. Moi non plus. 1, puis 2, puis 3. Finalement, les 23 étudiants sont debout. Nous refusons de rentrer. Jennifer est paniquée. C'est une mutinerie. Pensez à vos parents. Olivia répond, les yeux brillants, nos parents aussi méritent de connaître la vérité. Si l'Amérique est vraiment un grand pays, quel est le mal à apprendre des autres? 10 h. Appel vidéo de Catherine Smith. Les 23 étudiants sont réunis devant l'écran. Le visage de la secrétaire est épuisé, défait. Vos publications ont provoqué une tempête médiatique. L'opposition m'attaque, les médias parlent du retard des infrastructures américaines. Olivia l'interrompt. Maman, est-ce notre faute? Avons-nous menti? Silence. Catherine murmure, non. Ce n'est pas un mensonge. Mais c'est politiquement sensible. Olivia insiste, alors tu aurais préféré que je mente? Que je dise que c'était sale, en retard et inefficace? Sa mère ferme les yeux. Après un long silence, elle supplie, Olivia, s'il te plaît, rentre. C'est en train de me détruire. Olivia secoue la tête. Non, maman.
Je ne rentrerai pas. Et les 22 autres ici pensent la même chose. L'appel est coupé. 30 minutes plus tard, la nouvelle tombe sur les fils d'agence. Flash CNN, citant la supériorité des infrastructures françaises, 23 étudiants américains refusent de rentrer au pays. L'affaire devient un phénomène mondial. La BBC, le New York Times, et même le magazine Time, qui met une photo d'Olivia en couverture avec le titre « Celle qui défia sa mère pour la vérité ». L'après-midi, coup de théâtre. Le président des États-Unis, en pleine conférence de presse, est interrogé sur l'incident de Paris. Pour sauver la face, il déclare « Je salue le courage et l'honnêteté d'Olivia Smith et de ses camarades. Ils nous ont transmis un message important. Nous devons être à l'écoute. J'ai demandé à la secrétaire Smith de respecter le droit de ses étudiants à l'éducation et de les laisser terminer leur programme. » Dans la chambre d'hôtel à Versailles, c'est l'explosion de joie. Ils ont gagné. Le soir, Catherine Smith rappelle sa fille. C'est une conversation privée. Sa voix est lasse. Tu as gagné, Olivia. Le président m'a lâché en direct. Elle fait une pause. Mais tu as eu raison. Et moi, j'ai eu tort. Entendre ces mots de la bouche de sa mère fait monter les larmes aux yeux d'Olivia. Maman. Continue, Olivia, reprend Catherine. Regarde tout ce que tu peux. Ouvre grand les yeux. Et quand tu rentreras, tu raconteras la vérité aux Américains. Tu leur diras à quel point nous sommes en retard, et à quel point nous devons apprendre. En raccrochant, Olivia pleure longuement. Sa mère, bien que politiquement blessée, vient de se ranger de son côté. Une semaine plus tard, le 25 novembre, la commission de l'éducation du Congrès américain tient une audition d'urgence. Catherine Smith est convoquée comme témoin. Les 23 étudiants regardent la retransmission en direct depuis Paris. Un sénateur de l'opposition l'attaque violemment. « Madame la secrétaire, votre propre fille a révélé les carences de notre pays. Que répondez-vous » Catherine Smith se lève. Elle projette sur grand écran les photos Instagram d'Olivia. L'aire d'autoroute. Le TGV. Le centre aquatique. Je dois d'abord présenter mes excuses, dit-elle, la voix tremblante mais claire. J'ai confié à ma fille une mission biaisée. Ce n'était pas de l'éducation, c'était de la propagande. Je dois aussi m'excuser auprès du peuple américain. J'ai cru que nous étions les meilleurs. C'était de l'arrogance. Nous devons apprendre. Elle pointe les écrans. Avons-nous cela, en Amérique? Des trains à 320 km/h subventionnés pour les jeunes? Des piscines publiques avec spa et sauna pour 5 €? Non. Combien de sans-abri meurent de froid dans nos rues l'hiver? L'assemblée est silencieuse. Ma fille et ses étudiants ont vu un monde plus grand que le mien. Je dois apprendre d'eux. Puis, elle baisse la tête. Peuple américain, pardonnez-moi. Je présente ma démission. Dans la chambre d'hôtel, c'est la stupeur. Olivia, en larmes, envoie un SMS à sa mère. « Maman, ne démissionne pas. Tu as montré le courage d'admettre tes erreurs. Maintenant, c'est à toi de changer l'Amérique. S'il te plaît. » 5 minutes plus tard, la réponse arrive. Olivia, merci. Maman est fière de vous tous. Je ne démissionnerai pas. Je vais consacrer le reste de ma carrière à rendre l'Amérique aussi bien que la France. Ce soir-là, le Congrès vote une résolution d'urgence, la création d'un comité spécial pour s'inspirer des infrastructures publiques françaises, avec un budget de 5 millions de dollars. Le 1er décembre, les 23 étudiants terminent leur séjour. Cette fois, personne ne refuse de rentrer. Ils ont accompli leur mission, une mission bien plus grande que celle initialement prévue. Dans l'avion du retour, Emily dit à Olivia, « On a vraiment écrit une page d'histoire, pas vrai ?» Olivia sourit. Oui. Tous les 23, ensemble. L'épilogue est encore plus fou. En mars 2025, Netflix sort un documentaire, Les 23 qui ont tout changé, qui bat des records d'audience.
Dès 2025, Washington lance un plan de modernisation de son métro sur le modèle parisien. En juin, le premier centre aquatique public de luxe ouvre ses portes à Vancouver, en Colombie-Britannique. Son nom ? Le Olivia Wellness Center. Entrée, $20. Catherine Smith, devenue une icône du progressisme, dirige la réforme. Olivia, admise dans toutes les plus grandes universités, devient une figure mondiale de l'engagement jeunesse. Une petite rébellion, née d'une story Instagram, a prouvé au monde que le courage de dire la vérité pouvait véritablement changer le monde. Et voilà, l'équipe. Cette histoire, elle nous rappelle pourquoi on peut être fier, nous les Français. Notre modèle, notre service public, ce n'est pas de la ringardise. C'est un idéal. C'est la preuve vivante que liberté, égalité, fraternité, ce ne sont pas juste des mots gravés sur nos mairies. C'est un projet de société. Et parfois, il faut le regard neuf d'une jeune américaine pour nous le rappeler. N'oubliez pas de liker.